Bonjour à tous, un petit message avant de commencer cet épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la saison 3 de Banmi. Alors on a mis un peu de temps avant de reprendre cette nouvelle saison et je vous explique pourquoi dans le live que vous pouvez retrouver en replay sur YouTube et Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en podcast, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube et aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Alors on vous a compté, vous êtes plus de 40 000 abonnés à suivre Banmi et de partout dans le monde. En France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, au Vietnam, en Thaïlande, etc. Donc c'est vraiment fou pour nous. Et la grande nouveauté en fait de cette saison 3, c'est que nous avons lancé Banmi Community. Alors on a créé cette plateforme sur Discord pour toutes les personnes qui veulent se joindre à la communauté Banmi. Et sur ce Discord, on va pouvoir se rencontrer, se retrouver et échanger avec toute la communauté dans un seul endroit. Une grande nouveauté également, c'est que vous pouvez soutenir Banmi en adhérant à l'association. Alors pourquoi devenir adhérent ou adhérente ? C'est 1. Participer et soutenir le projet Banmi. 2. Rencontrer, échanger, prolonger l'expérience avec Banmi Community avec accès au salon Discord. 3. Profiter davantage et bon plan avec les partenaires Banmi. Vous avez 2 façons de devenir adhérent ou adhérente. C'est être membre adhérent contributeur ou contributrice à 28 € par an pour participer activement et recevoir des avantages Banmi. Ou deuxièmement, être membre adhérent gratuit pour soutenir et échanger avec nous tout simplement. Le lien pour devenir adhérent est dans la description. Vous pourrez aussi nous retrouver sur notre nouveau site internet ben-mi.co avec tous nos contenus médias, Banmi Podcast, Banmi Culture pour les articles de blog, Banmi Sounds, les tatas et bien entendu la page d'adhésion et donation si vous souhaitez faire des dons à l'association pour nous aider à continuer le projet Banmi. Je vous laisse sans plus attendre avec le premier épisode de la saison 3 de Banmi Media. Ne te censure pas, tu es hyper légitime, t'es super légitime, pas moins que les autres. Et juste fonce, t'as rien à perdre, on n'a qu'une seule vie et si t'en as envie, vas-y quoi. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Sheng. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banmi et de la nouvelle saison du podcast, la saison 3 de Banmi Podcast. Pour ce nouvel épisode, on est toujours accompagné de Sébastien Kong pour la vidéo et son équipe avec Julie et Vincent. Et on a le plaisir d'être accueillis au Ground Control dans le cadre de la programmation Nouvelle Voix, deuxième édition, en partenariat avec le Media Lab 93, donc merci à eux. Pour le lancement de la saison 3, j'ai l'honneur d'accueillir une artiste émergente et talentueuse de la scène rap et R&B aux sonorités chinoises. Vous pouvez applaudir très chaleureusement, s'il vous plaît, Sheng. Salut Sheng. Salut, ça va ? Comment tu vas ? Bah écoute, super et toi ? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation et de lancer cette saison 3 avec moi. Franchement, c'est un honneur. Alors, Sheng, tu es étudiante en master Relations internationales et tu as commencé ta carrière en tant que rappeuse depuis 2019, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors, ton premier titre s'appelle Home, tu l'as sorti en 2019. Ton premier clip, lui, c'est sur le son Stupéfaite, qui est sorti en 2022. Et tu as sorti aussi ton premier EP en juin dernier, bravo, qui s'appelle Enfant terrible. C'est ça, tout à fait.
Chemin périlleux, vas-y on s'y perd à deux. L'envie de s'enfuir, s'évanouir d'ennui pernicieux. Je te call up dans la Benz, pull up dans le game. Sheng, est-ce que c'est toi l'enfant terrible de cette EP? Ok, première question hyper intéressante. Alors du coup, forcément, cette EP, ça parle un peu de moi. Après, alors le nom d'Enfant Terrible, en fait, c'était une référence à deux artistes que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Cocteau qui a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Enfant Terrible. Et j'aime beaucoup, enfin voilà, c'est mon écrivain préféré. Et c'était aussi un hommage pour un album de Columbine. C'est un des groupes de rap en fait, qui m'a donné envie d'écrire. Et du coup, voilà, c'est aussi en leur honneur que j'avais appelé cet EP comme ça. Et oui, ça parle de moi parce que c'est un peu, on va dire, un premier EP d'introduction où je parle un peu de ce qui m'a amené à venir à la musique, ce qui m'a donné envie de me lancer, et un peu du passage de l'enfance à un âge plus adulte. Et je trouvais que le nom d'Enfant Terrible, ça allait plutôt bien parce que c'est un peu un mélange, voilà, c'est l'enfant, donc un peu d'innocence, entre guillemets, de naïveté, et terrible, qui commence à se confronter à des choses parfois un peu plus dramatiques qu'il faut rentrer un peu plus brutalement dans l'âge adulte, quoi. Justement, tu dis que tu parles en fait de quand tu as commencé à te mettre à la musique. Comment est-ce que tu es arrivé à écrire tes premiers textes de rap? Alors, ça a été un long chemin. La musique, ça a commencé quand même assez jeune grâce à ma maman qui m'a forcé la main pour que je commence le piano, mais c'était vraiment la musique classique, donc rien à voir avec du rap. Et en fait, le rap, j'ai commencé à en écouter quand je suis entrée à la fac, en première année, où j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient à fond dans la musique, qui faisaient des freestyles. Et en soirée, voilà, ils commençaient à lâcher leurs textes. Et c'est vrai que c'était un groupe de mecs un peu. Il n'y avait pas vraiment de meufs. Et du coup, c'était un peu par ego. Un jour, je me suis dit, ouais, moi aussi, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Comme ça, il y a aussi un aspect où tu peux un peu renforcer le lien avec les autres personnes. Tu partages un peu un truc commun. Je pense qu'au début, c'était un peu comme ça par mimétisme, mais après, j'ai trouvé en l'écriture et en le rap aussi une forme d'exutoire, et j'ai remarqué à quel point ça me faisait du bien, qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient passer au travers de la musique, quoi. C'était au début un peu un lien social que ensuite tu as développé avec ta créativité et ta passion pour écrire des textes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'au début, c'était quand même c'était vachement un lien social. Après, il y avait aussi une affinité musicale parce que j'écoutais du rap et j'ai fait de la musique, j'ai commencé assez petite. Mais non, ouais, ça a quand même commencé par là. Et justement, c'était quoi tes influences musicales? Alors, niveau influence musicale, juste en rap ou même au-delà? De manière générale et en rap aussi? Alors, je pense que de manière générale, quand j'étais petite, en fait, il n'y avait pas énormément de musique à la maison. Mon père, il n'en écoutait pas vraiment. Ma mère, c'était surtout des chants bouddhistes. Parce que voilà, les bouddhistes, du coup, c'était beaucoup de mantras où il y avait même pas en fait d'instrumental, c'était vraiment juste des voix un peu caverneuses et tout, voilà, qui chantaient. Et c'est pour ça que la musique, ça arrivait hyper tardivement. Le rap, j'ai commencé à en écouter quand j'avais 17 ans, en 2017. Et on va dire que là, mes plus grosses influences, quand même, je pense, l'artiste que j'admire le plus, j'aime beaucoup ce que fait Damso, Laylo. J'aime beaucoup aussi le groupe de rappeurs et d'artistes américain 8 Rising, je sais pas si tu vois c'est qui regroupe pas mal d'artistes justement d'origine asiatique. Voilà, Joji, j'adore ce qu'il fait. Voilà. Ok. Alors Banmi, c'est le nom du podcast et Banmi, ça explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Toi, Sheng, c'est quoi tes liens à l'Asie? Alors, mon lien à l'Asie, je le dois surtout à ma maman, parce que du coup, ma maman, elle est chinoise. Elle est née à Hangzhou et c'est à côté de Shanghai, donc en Chine. Et en fait, elle est venue en France quand elle avait 20 ans. Du coup, à peu près mon âge, là j'ai 22 ans. Et en fait, depuis quand j'étais petite, elle me parlait en chinois. Elle me parlait vraiment surtout en chinois. Elle a vraiment fait attention à ce que, on va dire, du moment où je suis née jusqu'à mes 12 ans, je retournais en Chine vraiment chaque année. Et j'y restais 2-3 mois. Il y a un moment donné aussi où j'ai passé une toute petite partie de mon école primaire en Chine. Et du coup, j'avais un lien vraiment très fort avec ma famille là-bas, mes grands-parents. Après, moi, pour plein de raisons différentes, j'y suis pas retournée depuis 10 ans, donc ça me manque énormément. Mais c'est vrai que j'ai été hyper influencée parce que on mangeait chinois, on parlait chinois, on faisait plein de FaceTime avec ma famille. Est-ce que tu as des influences chinoises au niveau des artistes? Alors justement, assez tristement, pas vraiment. Parce que si, j'ai quand même j'ai les grands chanteurs chinois un peu en tête parce que maman, elle écoutait ça quand j'étais petite.
Mais comme elle écoutait, je pense que c'est quand même beaucoup les chants bouddhistes qui m'ont influencé mine de rien dans la mélodie, et après j'écoute aussi quelques pianistes chinois qui sont très bons, mais c'est vrai que non. Mais là du coup, genre je suis de plus en plus demandeuse à ma mère en fait de me faire découvrir d'autres artistes. Et je pense qu'en grandissant, en fait, et le fait de ne pas être retournée en Chine depuis si longtemps, j'essaie de garder le lien maintenant autrement. Et c'est vrai que je lui demande parfois, essaie de m'envoyer qu'est-ce qu'on écoute en ce moment là-bas, pour rester au courant, quoi. Mais justement, tu parles de chant bouddhiste. Ton premier titre s'appelle Home. Qu'est-ce que tu avais envie de retranscrire dans ce tout premier single ? Alors ce son, je pense, c'était pour ma maman, du coup. Et c'est mon premier single. Et en fait, le refrain, c'est Mani Padme Hum. Et en fait, c'est un mantra tibétain. Donc, et c'est en gros, c'est un mantra pour, on va dire, apporter la paix, etc. Et c'était en dédicace à ma maman parce que, en fait, c'est un son. Je voulais que le premier son que je sorte soit aussi un son. Enfin, ça peut paraître hyper prétentieux, mais qui fasse un peu du bien. Et je me dis, ça me paraissait assez important que dans le refrain, justement, ce soit ce mantra que j'ai tellement entendu, on va dire, dans ce qu'écoutait ma mère. Tu as vraiment été bercée par ce mantra Ah ouais, ah oui. Enfin, maman, elle arrêtait pas. Et en fait, c'est fou parce que, comment dire, les chants bouddhistes qu'elle écoutait, parfois, c'était un son où vraiment, pendant 5 minutes, c'était Mani Padme Hum, juste ça, comme ça, des voix a cappella. Et ça m'a un peu marqué. Je sais pas, je me suis dit que ça pouvait. Enfin, j'espérais que ça ferait aussi du bien à des personnes qui écoutent ce son, quoi. Ok. Tu as grandi dans un environnement donc très multiculturel. Tu parles chinois, ta mère est chinoise. Tu as grandi en France. Tu as aussi ton papa, je crois, qui est libanais. Comment est-ce que tu as eu l'équilibre entre ces 3 différentes cultures à la maison ? Est-ce que tu as eu un penchant plus pour une culture qu'une autre ? Qu'est-ce que ton papa t'a transmis de ses origines du Liban ? Alors c'est assez triste parce qu'en fait, j'ai pas reçu grand-chose justement de mes origines libanaises. Et c'est pour ça que ça fait un très grand contraste avec la culture chinoise. Parce qu'en fait, mon père, il est parti du Liban assez jeune, avec tous les problèmes, la guerre qu'il y a eu, etc. Du coup, il est venu en France, je crois, quand il avait 6 ans. Donc il parle pas arabe. Il y a que ma grand-mère qui parle arabe. Et du coup, j'ai très très peu j'ai rien. J'ai gardé rien de ma culture, on va dire. Libanaise, et c'est pour ça, je devais faire un Erasmus à Beyrouth. Bon, il y a eu le Covid, du coup, j'ai pas pu y aller. Mais c'est vrai que, hélas, je suis beaucoup plus proche de ma culture chinoise parce qu'il y a aussi le fait que je sois allée en Chine, que j'ai gardé un contact avec ma famille. Je parle la langue, donc je me sens, quand j'y vais, par exemple, je me sens comme chez moi, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas ça avec le Liban, mais j'aimerais bien développer ça quand même un jour. Ton nom de scène, c'est Sheng. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sheng, en fait, c'est mon nom de famille en chinois. Et ma maman, elle s'appelle Sheng Kai. Et voilà, c'était encore un hommage à elle parce que quand elle était petite, elle voulait faire la musique et elle n'a pas pu parce que c'était compliqué économiquement, enfin même le contexte historique. Enfin, c'était une période compliquée en Chine et du coup, elle n'a pas pu réaliser ce rêve. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris le nom Sheng. D'accord, donc ta maman, c'est vraiment... elle voulait faire de la musique et elle ne pouvait pas à cause de ses parents, à cause de... En fait, je pense qu'il y avait beaucoup de raisons différentes. C'est en partie à cause de ses parents, parce qu'en fait, c'était tellement précaire. Ouais. Enfin, comment dire ? Quand ma mère me parle de son enfance, quand j'entends l'enfance de mes grands-parents, je peux pas m'empêcher qu'il y ait vraiment un sentiment de honte dans la mesure où, enfin, comment dire, quand on voit... c'est là où je me rends compte que en fait, je vis quand même dans un extrême confort matériel, même affectif. Et je sais que ma maman, elle n'a pas eu ça. Il y a plein de choses qu'elle n'a pas pu réaliser parce que mes grands-parents avaient des moyens limités, parce qu'à l'époque, il y a des choses qui ne se faisaient pas. Et oui, en fait, en gros, il y a un moment donné où elle aurait pu intégrer une grande, on va dire, comédie musicale en Chine. Et elle n'a pas pu parce que mes grands-parents, ils voulaient pas. Et à raison aussi, je les comprends, mais ils avaient peur pour son avenir. Être artiste, entre guillemets, c'était encore vu comme quelque chose d'assez dangereux parce qu'il y avait eu la révolution culturelle dont mon grand-père avait énormément souffert parce que c'était un professeur d'université. Enfin, il a eu une enfance très... Lui, c'était le seul fils de... Enfin, il avait eu 8 frères et sœurs. C'est le premier à avoir fait des études. Et une fois qu'il a réussi à être professeur, il y a eu la révolution culturelle où il a énormément souffert, où il a été persécuté. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi la peur il avait peur aussi que sa fille se dirige vers des études en étant artiste. Et c'était peut-être il avait peut-être peur que ce soit encore dangereux politiquement. Il avait sûrement envie qu'elle ait un confort
matériel, économique, qu'il n'avait pas pu bénéficier quand il était jeune, quoi. C'était pour protéger ta maman, en quelque sorte. Je pense qu'il y avait une part pour protéger et aussi une part peut-être... je pense que c'était encore assez mal vu quand même, le fait de se dire, voilà, je vais être dans ma vie, je veux vivre de la musique. Je pense que c'était pas vu comme étant aussi quelque chose de très sérieux, entre guillemets. Et toi, maintenant que tu es artiste, comment ta maman, elle voit cette double vie, en fait, entre ta vie étudiante et ta carrière de rappeuse? Je pense qu'elle est très rassurée que je fasse encore des études. Sinon, elle m'aurait un peu tuée. Non, en vrai, franchement, elle me soutient beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je pense que mon père avait un peu plus peur. Mais ma mère, elle est à fond. Elle est en mode « Oh, je partage à toutes mes amies en Chine et tout. Je suis trop contente. » Je pense que ça lui fait plaisir aussi que je chante un peu en chinois. Parce que du coup... ma mère, elle parle très bien français et tout, mais elle est quand même plus à l'aise en chinois. Donc je pense que ça lui fait plaisir de savoir que j'oublie pas cette partie-là de mon identité. Et donc non, franchement, elle le vit bien quand même. C'est là où je me rends compte que j'ai énormément de chance quand même d'être hyper soutenue par mes deux parents, même si parfois, ils ont un peu des réserves. Ils sont en mode, ouais, quand même, t'arrêtes pas trop les études. Mais non, franchement, j'ai de la chance. Du coup, en fait, t'as la chance d'être soutenue par ta maman. Toi, comment tu te sens, tu vois, genre entre ta vie étudiante et ta carrière de rappeuse? Est-ce que t'as vraiment, est-ce que tu te dis les études c'est un backup et j'ai envie de faire du rap à fond, ou comment tu te situes par rapport à ça? Alors moi, clairement, mon rêve, ce serait de vivre de la musique. J'adore mes études, c'est hyper intéressant, j'adore mes études. Et là, je fais un stage de journalisme et c'est aussi passionnant, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Donc c'est compliqué, mais pour l'instant j'ai l'impression de réussir plus ou moins quand même à concilier les études avec la musique. Donc je pense que je vais essayer de garder cet équilibre au cas où, parce que voilà, quand même j'ai conscience que c'est quand même difficile de réussir à en vivre, mais de l'autre côté j'ai envie de me donner tous les moyens pour que ça le fasse, quoi. Et mais bon, ça, je dors pas beaucoup, mais je tiens le rythme pour l'instant, ça va. Et tu as aussi participé à des concours de freestyle. Tu t'es lancée dans ces milieux-là, alors qu'il n'y a pas énormément de femmes. Comment est-ce que tu as passé le pas et tu t'es dit, bon, vas-y, je me jette dedans, j'y vais En fait, au début, la première fois que j'ai posté une vidéo pour un concours de freestyle, c'était à l'époque du Minute de Rap. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Et donc c'était un gros compte de freestyle. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de meufs à l'époque. En fait, j'ai posté en anonyme, dans le sens où j'ai dit à personne, j'ai dit à aucun de mes potes, mais vraiment personne, même pas mon frère, que j'avais posté quelque chose. Je me suis créé un nouveau compte. Genre, j'avais pas mis de photo de profil et tout, c'était super bresson. Et j'ai posté. Et je me suis dit, bon, jamais ça va être pris. Et finalement, ça a été republié. Et j'ai eu des bons retours et j'étais hyper étonnée, j'étais super heureuse. Mais c'est vrai que, après, je pense que c'est le cas de toutes les meufs qui publient sur des comptes de freestyle. Notamment, c'est vrai que la première fois que j'ai posté un freestyle, je crois que c'était en 2019. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait très peu de filles quand même. Et parfois, du coup, on s'envoyait des messages par DM, etc. Et c'est vrai qu'il y avait quand même... c'était une minorité. Mais on recevait quand même des insultes un peu débiles, sexistes, en mode retourne faire la cuisine. Ça, je m'en prends encore, mais bon, ça va. Enfin, j'ai conscience que c'est pas des déferlements de haine. C'est vrai que ça me rend encore un peu triste de savoir que tu peux encore recevoir ce genre de messages, des insultes genre vraiment moyenâgeuses. Genre va faire la cuisine, ouais, la vaisselle. Une femme, ça rappe pas, t'es là. On est en 2022, quoi. Donc, Est-ce que tu sens qu'il y a plus de femmes? Et est-ce que tu sens qu'il y a une entraide entre les rappeuses, entre elles? Ou peut-être l'inverse, que c'est la compétition? En fait, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de femmes, mais qu'elles avaient peut-être moins de visibilité, ou qu'elles osaient moins se lancer. Et c'est vrai qu'on en parlait avec une amie qui s'appelle Olga Kiav, qui est aussi artiste, et qui a aussi commencé à peu près en même temps que moi les freestyles. Et on se dit, mais c'est super, aujourd'hui, tu vas sur un compte de freestyle, et quand même, la majorité, ça reste des mecs, mais tu as de plus en plus de filles. Et franchement, ça fait hyper plaisir de voir ça. Donc je pense qu'il y avait... Les filles, elles écrivaient déjà, mais c'est juste peut-être, oui, il y avait plus de peur, plus d'autocensure. Je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais je sens qu'on est quand même sur la bonne voie. Et ça me rend hyper heureuse. Genre, plus je grandis, plus je rencontre des gens dans la musique, et plus je rencontre des meufs, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même qui sont là depuis pas mal de temps. Et tu te dis, mais en fait, t'as toute une scène comme ça avec des filles trop talentueuses qui ont juste pas la visibilité. Et je pense que forcément, le fait qu'elles soient des femmes, ça joue quand même. Et je trouve ça triste. Donc,
on va dire que la bataille, elle est loin d'être gagnée, mais je pense qu'on avance dans le bon sens. Et aussi, pour répondre à ta dernière question, contrairement à ce qui est l'idée qui est hyper couramment véhiculée d'une sorte de compétition malsaine entre filles, etc., on se met des bâtons dans les roues, je trouve personnellement, enfin c'est vraiment sincère, c'est pas du tout le cas. Genre, je me suis fait vraiment des super bonnes amies, meufs artistes, et on se soutient. Et enfin, quand il y en a une pour qui ça commence à marcher, on est juste hyper heureuse. Franchement, moi, je sens surtout l'amour. Genre, je me suis jamais jamais eu l'impression qu'on se mettait en compétition, quoi. La particularité quand même de tes chansons, c'est que tu rappes en chinois, en mandarin. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de mélanger ces cultures-là, en fait, françaises, chinoises? Parce que moi, je ne crois pas avoir déjà entendu de rappeuses rapper en chinois. Alors en fait, au début, j'avoue que j'hésitais un peu. Genre les premiers freestyles que j'ai publiés, c'était vraiment, vraiment en français. Aussi parce que, enfin voilà, je sais pas, j'avais peur de me faire charrier ou juste je me disais, je sais pas, je pense que j'avais un peu peur et peut-être au début, j'y avais pas forcément pensé. Et en fait, ce qui m'a donné envie de faire ça, en fait, c'est hyper bête, mais en studio, quand j'allais enregistrer des musiques, je me suis rendu compte, enfin en tout cas, c'est ce qu'on me disait mes managers quand ils venaient avec moi en studio ou même les ingé sons. En fait, est-ce que tu vois c'est quoi une top line ou pas quand tu es en studio? Okay. En gros, une top line, c'est quand tu cherches en fait des idées de mélodie. Et en fait, souvent les top lines, j'avais tendance à les chercher en chinois. Et à chaque fois, ils me disaient mais ça rend beaucoup mieux et tout quand tu fais en chinois. Et du coup, j'ai commencé à en faire dans mes sons et tout. Et déjà, ça me faisait du bien parce que ça veut dire que quand j'envoyais mes sons à ma famille en Chine, avec qui quand même je suis restée assez proche, ils étaient en mode oh, on comprend, c'est trop cool. Donc j'étais contente. Et même, je trouve que ça apportait une nouvelle sonorité. Et même, juste, ça me faisait plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on écoute du rap ou même de la musique française en général, il y a peu de personnes, je pense, qui mettent du chinois. Et ça me fait du bien de me dire peut-être ça peut permettre à d'autres personnes de rencontrer en quelque sorte un peu la langue chinoise. Et ça me fait plaisir si ça peut donner envie à des personnes de s'y intéresser. J'ai l'impression qu'on est dans une ère où on perd de plus en plus la langue de nos origines. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir mêler 2 langues, 3 langues. En tout cas, de pouvoir le transmettre et de se dire c'est possible de le faire. Et donc, ne plus avoir honte en fait de parler une autre langue que le français, parce que parfois, quand on est plus jeune, ça peut être peut-être une raison de brimade ou je sais pas quoi. Et c'est cool d'en être fier en fait. Donc merci. Est-ce que tu as un featuring que tu aimerais grave faire, ton featuring rêvé en rap? Ça, c'est horrible. Franchement, c'est la pire question. À chaque fois, il y a trop de personnes avec qui j'aimerais faire des feats. Alors, je réfléchis. J'ai le droit d'en dire qu'un seul? Comme tu veux. Je pense que ce serait Joji. Je pense l'artiste américain Joji, qui faisait partie du groupe dont je t'avais parlé du coup. Et 88 Rising, je le prononce très mal. Mais oui, non, franchement, j'aime trop ce qu'il fait. Il a fait une musique qui a grave percé, c'est tellement cool pour lui, qui s'appelle Slow Dancing in the Dark. Et vraiment, le clip, la voix, tout est absolument incroyable et j'adore ce qu'il fait. C'est un artiste incroyable. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes femmes qui veulent se lancer dans le rap, qu'est-ce que tu leur dirais? En vrai, je me sens pas forcément légitime à donner des conseils, entre guillemets, parce que je commence aussi. Et je pense que vraiment, le seul conseil que je donnerais, c'est juste ne te censure pas, tu es hyper légitime, tu es super légitime, pas moins que les autres. Et juste fonce, t'as rien à perdre, on n'a qu'une seule vie. Et si t'en as envie, vas-y, quoi. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Sheng? Oui, un peu trop. C'est quoi ton ingrédient préféré dans le banh mi? Je pense que c'est... Ah, j'ai le droit d'en dire qu'un seul? Ouais. C'est le porc séché. Est-ce que tu as un plat qui te réconforte et que tu adores, qui est fait par ta maman ou par toi, ou peu importe? Je pense que le plat de ma maman qui me réconforte le plus, c'est une soupe à l'œuf, à la tomate et au poulet. Et c'est incroyable, genre c'est tout chaud et tout, quand tu es un peu en position fétale dans ton plaid et que tu n'as pas trop envie de bouger, que tu es un peu déprimé, ça te réchauffe les entrailles, c'est trop trop bien. Comment ça s'appelle en chinois? Je sais même pas si c'est une recette particulière. D'accord.
petit tang, c'est soupe de poulet, et elle rajoute un peu d'œufs et de tomates. Ok. Est-ce que tu as des dernières découvertes liées à l'Asie, qu'elles soient en termes de musique, de films, de choses que tu as découvertes, d'auteurs J'ai regardé un peu tardivement, enfin tout le monde l'avait déjà vu, mais le film Parasite du réalisateur coréen, ok, j'ai pas envie de me tromper dans la prononciation, je sais plus. Mais en tout cas, le film Parasite qui avait fait énormément de bruit et j'ai adoré. Enfin, c'était absolument incroyable. C'est vrai que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout le cinéma coréen. Donc je dirais ça. Sinon, il y a aussi une série chinoise qui s'appelle Hwanchu Koko, qui avait énormément percé. Je crois que c'est la première série chinoise qui avait fait, qui avait un peu percé entre guillemets. Je crois qu'elle date des années 80 et je l'ai regardé 3 fois de suite la saison. Enfin, c'est une série trop chouette. Qu'est-ce que ça raconte en quelques mots? En fait, ça appartient à un genre bien particulier de série en Chine. En fait, en gros, ça décrit la vie de deux princesses chinoises à l'époque des empereurs. Je saurais plutôt dire la dynastie exacte. Mais en gros, c'est un peu leur péripéties et tout dans la Chine ancienne, etc. Et voilà, j'adore. Ok. La vie, c'est comme un banh mi. Quel ingrédient tu voudrais ajouter, toi, pour sublimer ton banh mi, pour sublimer ta vie, pour sublimer la vie en général? Je pense que je dirais la chaleur humaine. On a tous besoin. D'autant plus avec ce temps. Mais ouais, en plus, il fait froid en ce moment. Non, franchement, la chaleur humaine, l'amour, quoi. Ok. C'est quoi tes dernières actus, Sheng? Alors, mon premier EP, il est sorti le 24 juin. Le 24 juin, Enfant Terrible. Oui, c'est ça, exactement, le 24 juin. Et alors, pour l'instant, on avait sorti 3 clips. Et le prochain single, normalement, il va sortir au mois prochain. Ah. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Là, on est en train de travailler sur le 2e projet. Franchement, il y a déjà des titres qui sont pas mal. Et j'ai trop hâte de vous les montrer. Et tu vas toujours garder cette patte avec les sonorités chinoises Franchement, à fond. Au début, j'avais un peu peur que ce soit pas forcément bien accueilli ou que les personnes me disent que j'ai des retours un peu en mode non, mais garde juste le français. Enfin, c'est bizarre quand tu mets du chinois. Et comme j'ai eu plutôt des retours positifs par rapport à ça, et même je vois que moi, ça me fait hyper plaisir parce que ça me permet de renouer avec quelque chose que j'avais un peu commencé à perdre par rapport à la distance avec le pays. Donc ouais, non, je pense que je vais continuer. Ok, trop bien. Merci Sheng. Merci. Bonne route à toi. Est-ce que tu voudrais terminer cet épisode avec une musique que tu aimes bien et qui t'inspire beaucoup en ce moment? Alors, il y a une musique que j'adore qui s'appelle Midsummer Sadness. Et c'est justement du groupe dont on n'a pas arrêté de parler, de 88 Rising. Et voilà, il y a plein d'artistes de ce groupe qui se rejoignent, ils ont fait un son. Et je trouve que ça va bien, le mood un peu nostalgie, après été, etc. Donc voilà. Il y a du mandarin aussi à un moment, c'est un son trop cool. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Sheng, enregistré au Ground Control et avec un public. J'ai adoré la fraîcheur de cette talentueuse rappeuse et les valeurs qu'elle met en avant, comme le fait de se soutenir entre artistes dans une société qui souvent conditionne à la compétition. Pour soutenir le média et pour continuer à le faire vivre, partagez, commentez sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez rejoindre la Banh Mi Community en adhérant à l'association pour participer et soutenir le projet Banh Mi, rencontrer, échanger et prolonger l'expérience avec Banh Mi Community avec un accès au salon Discord, profiter d'avantages et de bons plans avec les partenaires Banh Mi. Retrouvez la page d'adhésion sur votre nouveau site internet ban-mi.co. Vous retrouverez également tous nos épisodes de podcast, articles de blog et le merch de la team Banh Mi. Vos contributions nous permettent de faire vivre et soutenir l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Le lien pour devenir adhérent ou adhérente et contribuer à l'association est dans la description. À bientôt pour les prochains épisodes de la saison 3 de Banh Mi.